monde. Alors, c'est mon très grand plaisir d'accueillir Ryan Hillier, qui est le fondateur d'une startup qui s'appelle Leia, accompagnée par l'Institut Innovation Gatineau depuis quelques mois maintenant, je crois. Début de l'été, ça fait plus que quelques mois. Puis Ryan est en train de bâtir une startup en legal HR tech. Je ne sais pas comment que tu le catégorises, mais on va aller un peu plus en détail. Bienvenue, Ryan. Je suis super content de t'avoir sur le show. Ben, merci de m'accueillir. Plaisir, plaisir. Parle-nous premièrement de la problématique que Léa s'attaque en ce moment. Dans le fond, de manière simple, là, c'est vraiment l'accès aux services et conseils juridiques. Donc, on sait tous, un avocat, un notaire, ça coûte très cher. L'année dernière, au Canada, on disait que la moyenne euh, comme taux horaire, simplement juste le taux horaire de l'avocat moyen au pays, c'était 357 de l'heure. Fait que tu peux imaginer que lorsque des conseils sont requis, si on s'intègre dans le système traditionnel, ça peut coûter extrêmement cher avoir réponse à ces questions concernant des enjeux juridiques de tous les jours. D'accord. Comme ça, vous offrez un système de bénéfices aux employés d'entreprises. Puis c'est surtout pour aider les gens à accéder à des services légaux à des coûts moindres, de façon plus accessible. Dans le fond, Léa, ce que c'est une plateforme qui permet l'assistance juridique virtuelle et qui est offerte à titre d'avantage employé. Donc, un employeur bienveillant va venir dire, ben écoute, je veux que mes employés se sentent protégés, accompagnés quand ils auront des enjeux juridiques. Et c'est ce que Léa offre à travers sa plateforme Hmm. innovante. Ça ne se limite pas non plus juste à des consultations virtuelles. Il y a aussi la possibilité de créer et faire réviser des documents juridiques importants. Pense à un testament, un bail Hmm. résidentiel, un contrat de vie commune, un contrat d'achat d'un bien d'une valeur importante comme une auto. C'est une Ouais. deuxième fonctionnalité de la plateforme. On offre également des séances dans le style AMA, Ask Me Anything, c'est-à-dire des Hmm. séances où un avocat ou un notaire va venir parler d'un sujet qui peut être vraiment important à la vie de tous les jours d'un utilisateur. Je prends comme exemple l'adoption. Donc, de temps à autre, des avocats, des notaires vont venir donner des formations, justement, accessibles à tous les utilisateurs de la plateforme sur différents sujets qui affectent la vie quotidienne. Puis la dernière fonctionnalité importante à travers tout ça, c'est ce qu'on appelle des alertes juridiques qui sont personnalisées à chaque utilisateur en fonction de sa situation dans sa vie au moment où il embarque sur la plateforme. Donc, je donne un exemple. Tu peux avoir de la législation, de la réglementation qui change. Pense à tes pneus d'auto. Donc, on devance la date à laquelle le gouvernement nous oblige de changer nos pneus pour des pneus d'hiver. On change la structure des amendes si ce n'est pas fait. Donc, les utilisateurs vont recevoir des notifications disant ah, as-tu pensé à ça? Viens consulter l'article Hmm. qui va t'informer de tes obligations comme citoyen ou peut-être, dans d'autres circonstances, de tes droits. Euh, Puis à travers tout ça, la magie de la plateforme, c'est que en tout temps, tu as accès à du clavardage en direct avec un de nos assistants juridiques. Donc, c'est une façon pour nous de pouvoir répondre quasiment dans l'immédiat aux soucis d'un utilisateur qui veut probablement obtenir une information ou parler à un avocat pour obtenir un avis. Donc, c'est aussi simple que clavarder sur Instagram ou Messenger avec quelqu'un d'autre. OK, c'est très sharp. Puis je pense que la figure que tu as donnée au début, c'était en moyenne au Canada, ça coûte 350 à peu près dollars de l'heure pour avoir accès à des conseils juridiques, Oui. qui est, on va se le dire, nettement plus haut que la personne moyenne au Canada, surtout maintenant,
peut se permettre, puis des fois, c'est ces gens-là qui l'ont besoin le plus, qui ont le plus grand besoin. Je me demande si tu peux nous donner un sens avec la plateforme Léa, comment est-ce que vous allez réussir jusqu'à quel point est-ce qu'on va réduire le coût par heure de ce conseil-là? Je ne sais pas si tu peux faire une équivalence exacte, mais donne-nous un sens de l'optimisation qui est faite là. C'est une bonne question. Dans le fond, c'est le modèle économique qui est réinventé complètement. Donc, quand on pense à ça, c'est un employeur qui va venir payer un frais par utilisateur par mois à Léa. Et donc, on répartit ce coût total à travers l'année puis à travers de multiples employés d'une entreprise. Donc, on n'est plus dans la dynamique à l'heure. Ça permet aux utilisateurs de penser à leurs affaires juridiques de manière proactive et réactive. Je te donne un exemple. La plupart des gens, là, il y a une statistique comme quoi tu as une vaste majorité des jeunes surtout, puis même quand on vieillit, qui n'ont pas encore un testament. Je ne sais pas si tu as un testament, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de Non. testament. Nous, sur notre plateforme, si tu passes de manière proactive, on va te dire, ben, écoute, je ne sais pas si tu as un testament, mais viens le créer avec nous. Et à l'inverse, ben, on fait aussi du réactif, c'est-à-dire, ben, je viens de recevoir une mise en demeure de la part de mon voisin qui me dit, tu dois défaire toute la clôture qui est mitoyenne à nos deux terrains. Dans le monde traditionnel, normal, à l'heure, ce qui arrive, c'est que quelqu'un, premièrement, a de la misère à trouver un avocat pour répondre à ces besoins-là, parce qu'on fait une recherche Google, puis tu sais comment ça se passe là. Ouais. Tout le monde se prétend expert, puis on ne connaît pas les, 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 euh, les disponibilités de chaque professionnel, on ne connaît pas nécessairement son taux horaire, on peut attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous, il faut qu'on se présente en personne, etc. Puis on espère que ça fonctionne de la façon qu'on le souhaite. Ici, étant donné que le modèle économique est très différent, une des choses qu'on essaye de faire, c'est de briser cette barrière entre un citoyen, un utilisateur et le système de justice. Donc, il n'y a pas cette peur qui se crée quand on a un enjeu juridique. On dit, ah ben, je l'ai comme avantage social, mon employeur me l'offre, je vais juste l'utiliser, soit à titre préventif ou en réaction à quelque chose. Fait qu'il y a ça aussi qui change, au-delà de juste la dynamique économique de plus devoir payer un tarif horaire, il y a aussi cette espèce de sentiment de toujours avoir accès aux conseils dont on a besoin. Maintenant, tu vas me dire, ben, imagine une situation où quelqu'un reçoit tous les conseils dont il a besoin, essaye de négocier avec son voisin pour la clôture, puis finalement, ben, il se rend compte, mon Dieu, ça dépasse le stade de la simple mise en demeure, la négociation entre les voisins. Je me fais poursuivre. Léa, c'est une plateforme d'assistance juridique, mais ce qui arrive dans un cas comme celui-là, c'est que tu es déjà mise en relation avec un professionnel avec qui tu as probablement bâti une certaine relation de confiance. Les utilisateurs de Léa bénéficient de tarifs réduits pour engager ces avocats-là directement. Ces avocats-là pratiquant souvent soit seuls à leur compte ou dans un petit cabinet et vont être accompagnés directement par l'avocat devant la cour. Rendu là, ça devient à leurs frais, mais à un frais beaucoup plus avantageux que ce qu'ils paieraient en temps normal. Donc, c'est un autre avantage de l'avantage juridique qu'est Léa. Puis j'ajouterais que pour de la perspective de l'employeur, ça leur permet aussi de protéger leurs employés puis d'offrir ce bénéfice-là de plus que leurs compétiteurs, on peut dire. Puis peut-être que les employés vont se sentir mieux. C'est des bénéfices. Donc, ils vont peut-être choisir une entreprise qui peut offrir Léa comme service juridique versus un autre qui ne peut pas. On voit ça comme un double avantage pour l'employeur. C'est super utile au niveau de la marque employeur. L'employeur se présente en employeur bienveillant qui offre un avantage
innovant, moderne et à super haute valeur, tu sais, de savoir que Mhm. tu as cette protection-là quand tu travailles dans une entreprise X, c'est énorme. Tu sais, quand je pense au coût pour l'employeur, c'est dépendamment de la grosseur de l'entreprise, c'est entre 9,99 et 19,99 par employé par mois. Je me dis, qu'est-ce que tu peux offrir à un employé au coût de 120 à 240 dollars par année qui va avoir le même effet positif que cet avantage-là. Fait que niveau marque employeur, tu sais, côté attraction de talent, rétention de talent, mobilisation des talents, je pense que c'est gagnant pour l'employeur. Puis de l'autre chose, c'est vraiment juste au niveau de la productivité des employés, de sa main-d'œuvre. Si tu as des employés qui sont préoccupés par un enjeu juridique qui les amène à manquer leur travail, pas être focus dans ce qu'ils ont à faire, avoir le stress d'un enjeu financier avec les factures d'avocats qui montent, Mhm. ta main-d'œuvre est un peu ralentie, réduite par un Absolument. enjeu que autrement tu aurais pu régler à travers un avantage comme le nôtre. Fait on trouve que pour le coût, c'est quelque chose qui vient avantager l'employeur de façon vraiment facilement illustrable. C'est très concret. Absolument. Puis toi, t'es pas nouveau dans la game juridique. Je pense que ça fait plusieurs années que tu opères en tant qu'avocat. Donc, peux-tu nous donner un peu de background sur comment tu as commencé ta carrière, puis ensuite tu as lancé une entreprise à succès déjà. Donc ça, Léa n'est pas ta première start-up, à vrai dire. Donne-nous un peu de background là-dessus, puis j'ai hâte que tu partages Ben qu'est-ce ouais. qui t'a amené ici. Absolument. Ben, j'ai fait mon secondaire à Ottawa, puis mes parents vivent encore dans la région. Fait que je passe encore beaucoup de temps là-bas. Euh, Puis, à la fin de mon secondaire, je suis rentré directement en droit à l'Université de Montréal, euh, où j'ai choisi l'UDEM parce que c'est une excellente université, mais aussi parce que je jouais au football. J'étais botteur. Donc, c'est là que tout a commencé. Puis, j'ai suivi, disons, le parcours un peu traditionnel en sortant de la faculté de droit. J'ai fait ma course au stage. J'ai travaillé dans deux grands cabinets nationaux, McCarthy Tétrault et Blakes, où j'ai eu des expériences, surtout une formation extraordinaire. Et en 2016, animé un peu par ce désir de concilier à la fois ce monde des affaires et je dirais, une passion pour tout ce qui s'appelle impact social. J'ai Mhm. fondé Novalex, un cabinet qui, au fil des ans, s'est démarqué, oui, par la qualité de ses services d'affaires, mais aussi par sa contribution pro bono. Je pense que sur les 6 ou 7 dernières années, on a rendu quelque chose comme 30 000 heures de services juridiques pro bono, c'est-à-dire des Wow. services tout à fait gratuits à des individus à faible revenu, des OBNL à faible revenu, puis justement des Hmm. entrepreneurs sociaux à faible revenu. Donc, tu sais, Donc, je commence à voir comment tu as eu l'idée de Léa. C'était comme une lignée, c'était une continuation naturelle. c'est super simple, tu sais, parce que je me dis qu'avec Novalex, on a réussi au fil des ans à aider des milliers de gens puis organisations là, qui, sans nous, n'auraient pas eu accès à un avocat. Mais moi, je voulais transformer ça de sorte à ce qu'on ait un impact sur des millions de Canadiens. Puis je savais que l'élément manquant à travers mon projet d'affaires initial, qui demeure encore un projet super pertinent. Là, Novalex, ça roule, ça grandit. Je pense que c'est rendu à 20-25 avocats en date d'aujourd'hui. Euh, et j'y suis impliqué comme cofondateur, justement, avec mon associé Sophie. Mais l'idée, c'était justement de transposer cette intention d'avoir un impact important sur l'accès à la justice, mais d'avoir un impact sur des millions de gens et non pas des milliers. Puis l'élément manquant, c'était vraiment la technologie.
Euh, en créant une plateforme virtuelle, on se permet d'aller rejoindre plus de personnes. Puis en déployant un modèle d'affaires vraiment différent, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on change le payeur. On n'est plus dans la dynamique de comment on fait pour que chaque individu paye moins cher de sa poche. On est vraiment on a changé le payeur complètement. Là, ça devient l'employeur qui paye justement pour que des individus, leurs employés, bénéficient d'une assistance de qualité et vraiment à portée de main à cause de la plateforme technologique. Oui, bien, souvent, c'est ça avec les startups, c'est d'avoir ce insight-là, de changer le modèle d'affaires à quelque chose d'un peu plus contrarien, mais en le faisant, ça peut bâtir une belle grosse business. Euh, Novalex a été reconnu par le Globe and Mail pour sa croissance. Peux-tu nous donner des insights, j'ai pas le mot en français, mais de qu'est-ce que vous avez fait pour vraiment atteindre ce niveau de croissance-là? C'est-tu l'aspect pro bono qui était votre différenciateur? C'est-tu la méthode de gestion? Partage ça avec nous. Je pense que la grosse croissance a vraiment débuté au moment où la pandémie est arrivée. Puis j'attribue beaucoup ça à la recherche de sens dans sa carrière d'avocat. Tu sais, on commence tout en droit, puis on se dit le droit, c'est un véhicule pour changer le monde pour le mieux. Euh, et puis, c'est clairement idéaliste, c'est peut-être même un petit peu naïf, mais on perd ça de vue, tu sais, quand on commence la carrière, tu sais, surtout dans le parcours traditionnel. J'ai des collègues de classe qui sont allés travailler directement à l'ONU ou, tu sais, Mhm. au directeur des poursuites criminelles et pénales, tu sais, puis c'est des gens qui, dès le départ, ont intégré, tu sais, une espèce de mission sociale dans leur pratique de tous les jours. Mais pour les avocats en pratique privée, euh, dépendamment de notre milieu, on a comme le sentiment, tu sais, moi j'étais un avocat en litige commercial et de construction à la base. Tu sais, tu travailles dans des dossiers super intéressants, tu aides des clients d'affaires qui sont vraiment reconnaissants de tout ce que tu fais. Euh, mais je pense que tu perds peut-être cette espèce de sens d'officier de la justice qui est là pour faire avancer la société. Puis quand la pandémie a frappé, puis tout le monde avait beaucoup plus de temps pour réfléchir à la vie, puis à ses ambitions, puis à sa raison d'être sur la planète. On a reçu beaucoup d'appels d'avocats nous disant ça me tenterait d'essayer l'expérience Novalex. J'ai envie de concilier à la fois une pratique d'affaires dans des dossiers d'envergure avec une pratique sociale où je vais aider directement des gens et des organisations qui ont besoin de mes services. Et c'est à partir de là que vraiment le nombre d'avocats, le nombre de dossiers a augmenté et évidemment, en conséquence, notre chiffre d'affaires a bondi de façon assez Hmm. importante. Puis, drôle de question, mais trouves-tu que ton expérience en tant qu'avocat, ça te donne des super pouvoirs en affaires? Possiblement. Est-ce que ça vient avec un genre de quelque chose, un petit je ne sais quoi qui te donne un avantage en affaires? Je suis curieux de savoir parce que je trouve que tous les domaines, que ce soit si tu étais comptable avant d'être entrepreneur ou si tu étais ingénieur avant entrepreneur, souvent ça vient avec des avantages intrinsèques. Mais qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, tu veux ma réponse plate? Moi, je trouve que non. Je trouve qu'on n'est pas assez formé dans le cadre de notre formation juridique, notre bac en droit, pour le monde des affaires, pour l'entrepreneuriat, pour l'examen de documents financiers et ainsi de suite. Je suis allé me chercher une formation, justement. Après avoir opéré Novalex pendant une couple d'années, j'ai dit, j'ai besoin de mieux gérer ça. J'ai besoin de mieux Right. comprendre des questions de stratégie, de ressources humaines, de marketing, Mhm. d'opération, etc. J'ai trouvé un programme formidable, une maîtrise à Londres en affaires et entrepreneuriat social, Mhm. spécifiquement. Euh, le Royaume-Uni est vraiment un hub international pour justement l'entrepreneuriat
à but lucratif, mais à fort impact social. Je trouve que comme gestionnaire, comme dirigeant, ça a vraiment propulsé ma ligne de pensée, ma planification, les relations que j'avais avec les gens, que ce soit des employés, des clients, des fournisseurs. Ça a changé ma perspective sur toutes sortes de choses. Puis, j'ose croire que quand j'ai fait ça, je pense que j'ai fini justement à fin 2020 Mhm. le programme. C'est là que l'idée a commencé à germer quant à euh, Mhm. Tu as vu le potentiel de qu'est-ce que un ça peut être deuxième, un Hmm. deuxième projet potentiel. Je l'avais juste pas encore complètement ficelé. Euh, et c'est peut-être, je sais pas, un ou 2 ans plus tard que l'idée plus complète derrière Léa m'est venue, puis que j'ai, j'ai été chercher des cofondateurs avec qui j'allais être capable de réaliser ce projet-là. C'est ça, des cofondateurs qui complétaient ton bagage, right, en affaires et en droit, mais probablement des ingénieurs, des développeurs, etc. Ça m'amène à ma prochaine question qui est, c'est quoi la technologie au cœur de Léa? Ou est-ce que c'est une plateforme qui n'a pas vraiment besoin d'une technologie trop poussée parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est innover au niveau du modèle d'affaires encore. Une fois, tu targetes les employeurs et non les employés ou les individus Ouais. pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Mais parle-nous de comme une sauce secrète technologique, sans dévoiler les secrets, mais où est-ce que tu vois l'évolution de ce produit-là? La plateforme en tant que telle, en date d'aujourd'hui, je trouve par son contenu, par la façon que c'est présenté, par son- l'expérience utilisateur qui l'amène est unique, c'est sûr, pour le droit. Mais tu sais, ce qu'on fait, ça ressemble beaucoup à ce niveau-là à ce qui a été fait notamment dans le domaine de la télémédecine. Tu sais, pense Dialogue, Maple, etc. C'est des plateformes qui ont des ressemblances, des ressemblances certaines avec ce qu'on fait. Et Mhm. justement, d'un point de vue technologique, je suis allé chercher des partenaires qui avaient déjà travaillé sur des plateformes de ce style-là. Donc, la Mhm. plateforme en tant que telle, est-ce que en sa version actuelle, elle est tellement innovante au niveau d'une technologie propre? La réponse, c'est non. Par contre, tu me parles de sauce secrète, une chose sur laquelle on travaille depuis nos tout débuts, c'est vraiment l'interaction de cette plateforme-là et donc de ses utilisateurs avec l'intelligence artificielle. Qu'on puisse justement réduire ce besoin de toujours clavarder ou même discuter par Ouais, consultation virtuelle ouais, avec des ouais. êtres humains, puis de pouvoir offrir des informations juridiques vraiment pertinentes et vraiment ciblées, justement à travers l'intelligence artificielle, directement Mhm. à l'utilisateur par le biais de la plateforme. Fait que l'actif d'intelligence Ouais. artificielle qu'on bâtit actuellement va servir à cette fin-là et à d'autres fins que à ce stade-ci, je ne te révélerai pas, là, parce que Non, non, c'est absolument pas. justement dans le génie de ce qu'on crée. Là, puis je dis on a une ingénieure formidable là, qui travaille sur l'apprentissage automatique. Mais tu sais, euh, c'est sûr que pour nous, l'intelligence artificielle, c'est un moyen de rendre l'expérience utilisateur plus intéressant, mais c'est aussi une façon pour nous comme entreprise de réduire des coûts, de devenir encore plus viable commercialement. Donc, c'est ça, c'est la plateforme actuelle, rien de tellement ingénieux d'un point de vue technologique, mais ce sur quoi on travaille en matière d'intelligence artificielle, c'est là l'ingéniosité que je pense qui va se révéler. Parce que tout le monde pense, ah ben là, je vais aller poser une question juridique à ChatGPT ou je vais aller lui demander de me rédiger un contrat quelconque. Je ne sais pas si tu avais vu ça, mais à un moment donné, il y avait eu un article de la presse qui avait dit que ChatGPT avait reçu quelque chose comme 11 ou 12% sur l'examen du barreau du Québec. Fait que, tu sais, nous, Hmm. on a pris ce constat-là, puis on s'est dit, on peut faire pas mal mieux que ça. Euh, On peut passer le barreau avec un AI. Ben, Que... tu sais, ce qui est particulier du droit, c'est que il y a tellement de sous-domaines du droit, tu sais.
Et en Ouais. plus de ça, il y a tellement Et de de nuances. juridictions de droit. Tu sais, le droit de la location en Ontario, c'est pas le même droit de la location qu'au Québec. Le droit de la famille en Californie, c'est pas le même droit de la famille qu'au Vermont. Alors, ça rend la tâche beaucoup plus complexe. Euh, mais on s'y attaque de plein fouet, puis on a hâte de révéler nos premières Ouais. réalisations en Ben, 2024. moi, je suis une personne, évidemment, on vous accompagne, on a hâte de voir comment vous allez pousser l'innovation dans ce domaine-là, mais c'est important que je mentionne, c'est correct si, tu sais, au début, tu as commencé avec, hey, la plateforme en ce moment, elle n'a pas une nouvelle technologie. C'est correct, ça, dans le sens que juste l'innovation au niveau du modèle d'affaires, puis de changer les économies de l'industrie, là, au point où tu livres tes services, c'est de l'innovation. OK? On associe souvent ça avec une technologie hyper poussée, mais il y a plusieurs exemples dans l'histoire où que juste une modification au modèle d'affaires peut faire toute la différence. Puis le AI, veut pas, ça va être intégré dans toutes nos activités, toutes nos offres business et qu'est-ce qu'on consomme dans le futur. Donc, je pense que le travail que vous faites en ce moment pour compiler la bonne information, pour faire le filtrage, pour curate le contenu, ça va valoir beaucoup. Parce que tu as sûrement vu qu'est-ce que ChatGPT nous a droppé cette semaine avec les GPT, what is it called? Bref, tu peux faire des custom GPT, tu peux Ouais. uploader ton information, puis commencer à bâtir ça. Donc, il va y avoir une méga course pour bâtir des applications sur cette plateforme-là. Puis je pense que les gagnants vont être ceux qui ont agrégé le plus de data pertinent, curated, etc. Puis surtout avec des vrais use cases. Donc je pense que vous êtes bien parti dans cette direction-là. Oui, ben, on est conscient qu'il y a une concurrence assez féroce sur le marché en termes de legal tech. On essaye de toujours rester, comment je dirais, aligné avec la mission qu'on s'est donnée, de rendre le juridique infiniment plus accessible pour les individus à travers, comme tu dis, des innovations de modèles d'affaires, mais aussi des innovations technologiques. Puis, on espère bien tirer notre épingle du jeu là. On a des gens brillants qui travaillent là-dessus. Super, super. Puis en dehors du travail puis de l'entrepreneuriat, tu es clairement quelqu'un de super occupé. Tu as mentionné au début que tu jouais au football. Est-ce que tu prends le temps de faire du sport ces temps-ci? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps Alors, libre? une carrière de botteur de précision au football, ça se transpose pas vraiment à jouer au football plus tard dans la vie, là, mais peut-être à un moment donné, quelqu'un va me vouloir comme quart arrière ou comme receveur, je sais pas. Pas des très bonnes mains, fait que je suis pas sûr si ça va se réaliser. Mais non, honnêtement, le sport, c'est ma façon de me défaire de mon stress. Cette année, en fait, depuis plusieurs années, je cours des distances importantes, surtout Ah oui? en Comme quoi? automne. Ben, je sais pas, tu sais, cette année, je m'étais mis comme but de me qualifier pour le marathon de Boston. Le marathon. Oh Donc, boy. ça impliquait, je pense, dans les plus grosses semaines, on était à peut-être du 70 km par semaine. Et dans les plus petites semaines, c'était dans du 40. Et puis, je me suis rendu jusqu'à ma course fin septembre. Je me suis même rendu, je te dirais, passer la moitié de la course. Ça prenait je pense, Boston, c'est 3 heures 5 minutes pour se qualifier. Puis, à la moitié de la course, j'étais rendu à 1 heure 27 minutes pour le demi. Et malheureusement, au 29e kilomètre, j'ai eu une blessure récurrente qui s'est pointée. Quand j'y pense aujourd'hui, je pense Aïe. que la blessure était toujours là. Je pense que ça s'est passé entre les deux oreilles, là, puis j'ai dû abandonner, mais c'est partie remise pour l'année prochaine. Mais le sport, C'est quand même très impressionnant. ouais, Juste le training de tout ça, puis ça a toujours un effet tu sais, positif sur ta mentalité en affaires, puis ta santé physique. je trouve que en entrepreneuriat, on a toujours tu sais, tendance à présenter les histoires à succès. Puis moi, je parle à qui veut l'entendre de mon marathon.
échoué, tu sais, parce que le vrai test, ça va être l'année prochaine. Tu sais, est-ce qu'au mois de mars, quand la saison reprend, je vais me dire, je ne l'ai pas fait l'année passée, je vais le refaire cette année. Je pense que ce type de résilience-là se transpose assez facilement en affaires. C'est comme une bonne pratique pour ta carrière, tu sais, professionnelle. Absolument. Puis la course, je trouve, comme c'est un peu, tu sais, ça fait cliché, là, mais l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Puis moi, c'est ce que j'essaie de 100%. accomplir, tu sais, à la course, puis en affaires. Euh, Puis je pense que l'important, c'est de jamais abandonner. Puis, tu sais, je sais pas, je suis un gars qui aime beaucoup recevoir les conseils des autres. J'ai vu cette qualité-là, ou en tout cas cet aspect-là de moi se manifester à la course cette année. Je demandais des avis à tout le monde par rapport au marathon, leurs petits trucs et tout ça. Puis Mhm. je suis pareil comme ça en affaires. Fait que je trouve que pour moi, en tout cas, la course, c'est un peu un métaphore pour l'entrepreneuriat. Je peux pas être plus en accord avec toi. Puis pour tes informations, j'ai commencé cette année à faire la course après une vie à penser que je n'étais pas faite pour ça parce que j'ai eu des mauvaises expériences quand j'avais comme, tu sais, j'étais au secondaire, puis on faisait comme les 2 kilomètres, puis j'étais comme pas vraiment dans le top, j'aimais pas ça. Alors que dans le sprint, j'étais pas mal dans le top, puis ça me motivait. Donc, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts dans le sprint parce qu'on va où on est fort. Mais je me suis dit cette année, tu sais, je vais essayer de casser des croyances limitantes comme ça, c'était une des croyances limitantes que je me suis donné comme défi. Puis, c'est quoi? J'adore. Je fais pas 20 km ou même 10 km. Moi, mon max, c'est à peu près 5. Mais en faisant des 5 km, c'est assez pour dire, hey, je suis fier d'avoir fait ça. Puis, j'ai tellement un sentiment exceptionnel pour le reste de la journée, puis le reste de la semaine même, comme c'est bien le runner's high. Sans mentionner les effets positifs sur la santé. Donc, c'est quelque chose que je vais continuer à intégrer dans ma routine. C'est vraiment fort. C'est c'est intéressant au niveau de la course parce qu'il y aura toujours du monde plus fort que toi, puis il y aura toujours du monde plus lent que toi. Donc, si tu réussis à te dire, moi, mes objectifs, c'est X, Y, Z, puis ça devient Ouais. ça ton but plutôt que de Voilà. finir troisième ou De te finir comparer. premier ou peu importe. Je Ouais. trouve encore une fois que c'est quelque chose que tu peux transposer au milieu des affaires parce que même si tu atteins le sommet de ton industrie, il y aura toujours quelqu'un d'autre, même Il y a Guillaume, quelqu'un. qui va venir dire, ben écoute, moi, voici ce que j'ai fait, puis tu Ouais. te rends compte que comme la planète, elle est pas mal grosse, puis qu'il y a du monde extrêmement talentueux un peu partout, puis c'est pour ça que la course, j'aime ça, ramener ça au bien-être, tu sais, passer du temps dehors, respirer l'air frais. Puis sinon, ben écoute, à part la course, c'est juste j'ai un petit garçon de 2 ans, fait que Ah. passer du temps en famille, puis avec lui, puis le voir se développer, c'est quelque chose d'assez unique là, que j'ai jamais vécu. Puis honnêtement, euh, c'est quand tu penses que ce qui est le plus important dans une journée, c'est ton gros meeting à 14 heures, quand tu deviens parent, du moins dans mon cas à moi, tu te rends compte Mhm. que ce meeting-là, hyper important, avec des Ça n'a dirigeants, rien à je ne voir. sais pas trop quelle société, ben honnêtement, il prend le bord la seconde que la garderie t'appelle et dit que ton garçon il est malade ou il a besoin de toi. Tu sais. Mhm. Puis Mhm. moi, je, je vois ça au quotidien. Il n'y a rien, il n'y a aucun meeting qui pourrait m'empêcher de devoir subvenir à ses besoins. Je sais pas, c'est un feeling, c'est un sentiment que j'ai jamais eu auparavant. Là, puis c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est un projet entrepreneurial en soi. Je suis pas rendu là encore, mais ça se peut que ça s'en vient. Donc, à chaque fois que je parle à un jeune père ou maman, j'ai, vous dites toute la même chose. Donc, je peux juste imaginer que c'est non seulement vrai, mais c'est encore mieux que je peux l'imaginer. Donc, j'ai hâte à ça, de revivre ces mêmes sentiments-là.
Ouais, puis Hum, tu te dis souvent, ah ben je veux faire un impact dans la société, je veux rendre je veux laisser un monde meilleur. Euh, ben oui. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que j'avais de la misère à comprendre à qui, je voulais laisser ce monde meilleur. Puis la Hmm. seconde que j'ai eu un enfant, j'ai comme un peu tout compris. Je me suis dit, Colin, ce petit garçon-là, on touche du bois, 100 ans à vivre, sur la planète. Fait que on est mieux d'essayer de lui léguer quelque chose de bien. Ça apporte vraiment beaucoup de perspectives. Fait que, ouais. Ben, regarde, c'est peut-être pas la sorte de question que tu reçois souvent, mais j'aime des fois sortir un peu des sentiers battus. Euh, faisons des prédictions du futur de l'humanité. Où est-ce qu'on s'en va basé sur l'état du monde en ce moment? On sait bien qu'il y a des conflits un peu partout, à deux places en particulier en ce moment. La technologie est en mode disruption à plusieurs niveaux. Mhm. Euh, c'est quoi ta vision des choses, Ryan, en tant qu'entrepreneur, en tant que juriste? Qu'est-ce que tu vois développer? C'est quoi les patterns qui vont manifester? Je pense qu'on a à notre disposition des outils, surtout technologiques, et juste, je dirais, des connaissances de manière large, qui nous permettent de prendre des choix euh, concernant les différents virages qu'on veut donner à la société alors qu'on avance. Certains se servent de ces technologies ou de ces connaissances-là pour faire des choses qui peuvent être très destructrices, alors que d'autres canalisent ce savoir-là vers des projets puis des ambitions qui sont nobles et qui sont positives pour la planète. Euh, on parle souvent ces jours-ci d'encadrer, euh, d'un point de vue éthique ou autre, les technologies qu'on développe. Je pense que ça va être extrêmement important pour l'avenir Absolument. de l'humanité. Et je suis heureux que du monde aussi influent que ce qu'on voit se lève pour dire il faut faire attention parce que la réalité, c'est que il faut faire attention pour vrai et que les conséquences peuvent être aussi désastreuses qu'elles peuvent être incroyablement positives. Et on a des choix à faire comme société qu'on n'avait pas avant. Donc, tu me dis, fais des prédictions. Moi, j'aime toujours croire comment dire, à ce que l'homme, grand H, va prendre les bonnes décisions, mais c'est une question d'éducation, c'est une question de partage de savoir et de connaissances. Euh, et plus loin que ça, il faut juste faire confiance dans un certain sens. Euh, je pense que pas pour revenir tant que ça à notre technologie, mais qu'on parle de la nôtre qui a un objectif social que je pense qui est noble. Euh, oui, mais quand je regarde l'écosystème entrepreneurial, une des choses qui me donne espoir, qui me motive, c'est que je regarde tous les entrepreneurs, tout ce qu'ils créent aujourd'hui. C'est comme impossible, impensable, créer quelque chose qui ne va pas avoir un objectif qui va faire avancer la société de façon positive. Chose qui n'était pas le cas en passant il y a 20-30 ans. Là. Je le sais. Souvent, c'était qu'est-ce que je peux créer qui va faire le plus d'argent possible. D'argent, c'est Aujourd'hui, ça. c'est C'était vraiment, pas aligné avec le bien de l'humanité. et c'est intéressant Grand parce que H. Ouais. aujourd'hui, c'est quel problème social ou environnemental je veux régler à travers euh, l'entrepreneuriat qui est vraiment ce qui nous guide à travers le démarrage d'entreprise dans beaucoup de cas. Puis peut-être c'est juste mon cercle restreint d'entrepreneurs, puis je sais que le monde est grand, puis je sais qu'il n'y a pas juste de ça. Mais je peux te dire qu'au moins, minimalement, dans notre écosystème de l'IIG ou du Québec à son sens large,
je suis quand même encouragé que quand les gens demandent des entreprises Absolument. aujourd'hui, c'est pour régler des problèmes qui nous font avancer. Ben Ryan, je te confirme, ça c'est ma croyance personnelle, mais je pense elle a été imbibée à l'Institut naturellement, mais moi je dis toujours building the future one startup at a time. Parce que pour nous, une startup qui essaie de répondre à une problématique fondamentale vise à améliorer le monde, même si c'est dans une petite facette infiniment petit, mais tu peux avoir un impact quand même sur cette facette-là. Pour vous, pour Léa, c'est donner accès aux individus plus de services légaux à bas coût, donc les rendre plus accessibles pour répondre à leurs enjeux. Puis ça peut avoir un impact incroyable, comme c'est difficile à mesurer, même toutes les retombées de ça. Mais pour nous, chaque startup, en théorie, devrait répondre à un besoin humain avant tout. Donc, je t'avoue, puis j'avoue que le Québec aussi, comme tu dis, est aligné sur un axe d'impact social, grosso modo. Ce qu'il ne faut pas oublier, par contre, il y a tout le temps ce débat-là, c'est l'économie sociale versus l'économie privée, on va dire. C'est quand même important d'avoir un modèle viable. Parce que sinon, si tu n'as pas un modèle qui se tient tout seul, puis qui génère la valeur, puis qui capte la valeur, tu vas devoir l'absorber de la valeur créée par quelqu'un d'autre. Donc, C'est c'est comme un écosystème d'impact social. Tu as des gouvernements qui jouent un rôle important là-dedans, tu as des fondations ou des OBNL qui jouent un rôle important là-dedans. Puis moi, ce sur quoi j'ai voulu mettre l'emphase dans ma carrière, c'est l'apport de l'entreprise privée sur la résolution d'enjeux sociaux et environnementaux. Puis, mais je ne mets pas de côté le fait que depuis des décennies, tu as des gouvernements et des organismes à but non lucratif qui travaillent sans relâche à résoudre ces mêmes problèmes-là. Moi, ma conviction profonde, c'est que chacun à notre façon, si on y met du sien, on s'approche des avancements qu'on recherche puis de la résolution des enjeux qu'on cherche à résoudre. Fait que je pense qu'on a chacun notre rôle à jouer, puis il ne faut pas disqualifier d'autres joueurs de l'écosystème parce qu'on a besoin de la part des gouvernements, on a besoin de la part du secteur à but non lucratif. C'est hyper important. Puis on a besoin de l'innovation des entrepreneurs à but lucratif aussi. Là. 100%, puis oublions pas que l'Institut est un OBNL. On n'est pas, on opère un peu plus des fois comme une entreprise privée parce qu'on a choisi, on a fait le choix pour se différencier comme ça, mais effectivement, puis au final, c'est le marché libre qui identifie qu'est-ce qui reste sur le long terme, qu'est-ce qui ajoute une réelle valeur à la société, puis qu'est-ce qui n'ajoute pas de valeur, puis il y a comme un filtre naturel au final. De grandes discussions, Ryan. Je ne sais pas si c'était quelque chose d'autre que tu voulais ajouter avant de terminer aujourd'hui, mais c'est Non, très, très je stimulant comme m'excuserais discussion. juste pour ma voix. Je suis enrhumé comme c'est pas possible. Je parlais de mon garçon, là. Les rhumes et virus Ah, des garderies, là, ça bat son plein à nouveau. Mais non, honnêtement, je me suis pas rendu compte, donc c'est pas si pire que ça. non, non, Mais je te remercie énormément pour ton temps puis la conversation stimulante. On en ferait un autre une fois que Léa va atteindre un autre stage. On a commencé à faire ces podcasts autant pour exposer des projets qu'on trouve intéressants, mais pour moi, personnellement, ça va être de suivre le parcours de certains entrepreneurs qui se démarquent parmi les autres. Puis j'ai beaucoup d'espoir pour Léa. Je te souhaite très bonne chance. Je sais que vous avez un gros travail à faire, mais vous êtes bien parti. c'est bien gentil. On lance notre version bêta au premier client employeur à partir de la semaine prochaine. Donc, semaine après semaine, il y a des nouveaux employeurs et donc leurs employés, utilisateurs qui embarquent. Comment est-ce que les employeurs peuvent vous trouver?
Léa.ca. C'est tout simple comme ça. On demande très facilement une démo. Puis il y a même une vidéo qui vient illustrer exactement ce qu'on fait comme entreprise et comme plateforme. Super. Ça, c'est Leya pour ceux qui écoutent simplement l'audio, Leia.ca. Alors, voilà. Si vous voulez offrir des bénéfices hors pair à vos employés, puis vous démarquer, c'est Leia.ca. Merci pour la Merci, pub. Ryan. Bonne journée. Bye Fait bye, à la plaisir. prochaine.